tous, bienvenue dans cet amphithéâtre numéro 5 des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je suis ravie de vous retrouver pour les matinaux du public et pour notre audience en ligne également, pour une session qui s'intitule « Vers un nouveau partage de la valeur ». Thème d'actualité s'il en est, puisque au cœur de la colère sociale, un peu qui secoue le pays, qui a provoqué la crise politique que l'on connaît, je citerai juste un chiffre pour cadrer le débat. Voilà, inflation, pouvoir d'achat, de loin, première motivation du vote des Français. 58% placent le pouvoir d'achat comme premier facteur qui détermine leur vote, sondage ELAB du mois de juin. Une proportion qui monte à 68% pour les électeurs du Rassemblement national. Donc voilà, un élément très très fort de préoccupation dont on va parler aujourd'hui avec des intervenants de qualité que je vais me permettre de présenter. Hervé Monjotin, vous êtes président directeur général de Socotec, groupe spécialisé dans la gestion des risques du bâti, notamment les missions de certification. Et vous pourrez nous parler des exemples de partage de la valeur dans votre secteur, de la manière dont vous gérez ça au sein de votre groupe. Guénola Chambon, directrice générale et associée fondatrice de Vauban Infrastructure Partners, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans l'infrastructure, forte empreinte en France et en Europe. Voilà, on en parlait hier autour d'un café, autour de ces thèmes, du partage de la valeur aussi au sein de la chaîne de valeur et des partenaires de différents projets. Bertrand Dumazy, président directeur général d'Edenred, qui bien sûr spécialise des produits d'argent fléchés, notamment des tickets restaurants, dont on a beaucoup parlé, et président d'un groupe de 12 000 collaborateurs, où j'imagine que ces questions font également débat. Et puis Luc Mathieu, secrétaire national CFDT, vous avez été notamment un des artisans de l'accord interprofessionnel sur le partage de la valeur, passé dans la loi l'année dernière. Donc vous donnerez aussi le point de vue des partenaires sociaux sur ce débat qui, j'en suis sûre, va être très riche. Et enfin, Hippolyte Dalby, économiste donc, du Cercle des économistes, qui va cadrer un petit peu le débat avec quelques éléments macroéconomiques en introduction. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Marion, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi ce que je vais faire, c'est un petit peu donner le point de vue des économistes face à cette idée du partage de la valeur. Le partage de la valeur, c'est un très vieux thème, alors aussi ancien que la science économique, donc je vais le définir et puis donner un petit peu les grandes évolutions et les grandes évolutions mondiales. Alors, si je commence vraiment par la base, les entreprises créent de la valeur, donc c'est la valeur ajoutée, et puis on fait la somme de toutes ces valeurs ajoutées, ça vous fait le PIB, le produit, et la problématique à cet instant, c'est de savoir comment on partage cette somme de valeur ajoutée, ce PIB, entre le travail et le capital. D'accord ? Donc c'est l'opposition traditionnelle entre le capital et le travail. C'est l'idée qu'il y a deux facteurs de production, deux façons de concourir pour le travail, pour la production. Il y a des travailleurs et du capital accumulé par les capitalistes, et on veut savoir comment on se partage entre les deux. D'accord ? C'est la notion d'inégalité, je dirais, un petit peu fondamentale dans la pensée économique. Alors, tout ça, ça se construit. C'est pas si facile que ça à construire, d'accord, à établir en fait quelle est la part du travail ou quelle est la part du capital. La part du travail, donc ça va être le salaire moyen, si vous voulez, fois le nombre de travailleurs. Et puis la part du capital, c'est le revenu du capital fois la quantité de capital. Et la somme doit faire 1 ou la somme doit faire le PIB. D'accord ? Alors pourquoi c'est pas si simple ? Parce qu'il y a aussi des tas d'impôts, on le sait, mais il faut les répartir entre travailleurs et capitalistes. Et puis il y a des tas de situations un peu complexes, comme par exemple les auto-entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est le revenu d'un entrepreneur? Est-ce que c'est du capital? Est-ce que c'est du travail? Donc il faut pouvoir le partager. Mais donc il y a des économistes qui travaillent là-dessus et qui essayent de voir. Alors, on regarde après quelle est l'évolution, par exemple, de la part du travail dans la valeur ajoutée au cours du temps. Et ça nous donne un élément, ou ça nous donne des indications sur le degré d'inégalité entre ces deux facteurs de production. Et ça nous donne aussi des intuitions sur les inégalités de revenus. Parce que comme le capital est beaucoup plus concentré que le travail dans la population, si vous avez une augmentation de la part du capital dans la valeur ajoutée, vous attendez à ce qu'il y ait une augmentation des inégalités. Alors,
on fait ça sur un très grand nombre de pays, d'accord. Et l'avantage, c'est qu'on utilise des données de comptabilité nationale, c'est-à-dire qu'elles sont comparables, donc on peut faire des comparaisons de pays à pays. Et il y a un phénomène majeur, c'est que depuis à peu près les années 60, il y a une baisse de la part du travail dans la valeur ajoutée, d'accord. Donc la part du capital dans la valeur ajoutée augmente. Et ça, on l'observe à peu près dans tous les pays. Et on l'observe notamment en France avec une dynamique qui est moins lisse que dans les autres pays. Elle est assez nette. Hein. Dans les années 70, on était à peu près à 68% pour la part du travail dans la valeur ajoutée. Puis il y a une très forte chute, hein, une espèce de marche d'escalier qui arrive dans les années 80. Et puis aujourd'hui, on s'est stabilisé hein, depuis les années 90 à peu près à 62. Alors quelles sont les explications de ces évolutions et je ne vais pas parler de la France, hein, on va beaucoup parler de la France pendant ce panel, mais quelles sont les évolutions, les explications qui sont avancées par les économistes pour expliquer cette évolution un peu globale qu'on perçoit. Donc je ne vais pas être sur les évolutions très spécifiques hein, de politique publique ou de structure de la production qui permettent de déterminer les dynamiques nationales, mais je vais voir un petit peu quelles sont les grandes tendances au niveau international. Alors le premier, c'est le progrès technique, et un progrès technique qui est de plus en plus associé à de l'accumulation de capital. D'accord ? Donc pour être une entreprise qui réussit technologiquement et pour être un leader technologique, il faut des investissements absolument considérables, et donc ça renforce la part du capital. Le deuxième point, c'est, alors là, c'est un tout petit peu étrange, c'est que finalement, le prix du capital a baissé, hein, les taux d'intérêt ont été assez faibles, et il y a une espèce de substitution. Comme le capital est devenu moins cher, on s'est mis à accumuler plus de capital aux dépens du travail, et ce qui explique son poids qui est de plus en plus important. Le troisième point, c'est des taux de marge. Alors, et notamment les taux de marge des superstars. Il y a quelques entreprises qui récupèrent une grosse partie de la valeur ajoutée au niveau mondial, qui sont des géants, qui sont des superstars, et elles, finalement, sont extrêmement capitalistiques. Et donc leur poids, en fait, dans la valeur ajoutée a augmenté, et donc ce qui fait que le poids du capital a aussi augmenté. Et le dernier élément, c'est les salariés sont peut-être moins bien représentés, je ne peux pas moins bien représentés, mais en tout cas, leurs représentants sont moins puissants. Oui, non, je fais attention. Ils ont moins bien réussi à défendre les salariés, et donc leur poids dans les négociations salariales s'est amoindri hein, au niveau global, ce qui fait que voilà, les salaires ont moins augmenté finalement que potentiellement la rémunération des détenteurs du capital. Voilà, donc ça, ce sont les éléments qui sont à peu près globaux. Après, il y a deux questions qui sont principales. La première, c'est quel est le bon niveau en fait, de répartition entre le capital et le travail. Et le deuxième élément, c'est si on veut modifier ce niveau, quels sont les outils que l'on peut avoir, quels sont les instruments, notamment mis en place par la politique publique pour modifier cette répartition. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hippolyte Dalby. Voilà. Hervé Monjotin, est-ce que vous voulez donner quelques éléments de perspective sur vous, dans votre secteur, dans votre entreprise, comment ces questions sont traitées et appréhendées ? Merci. Je vous prie d'excuser pour ma voix un peu enrouée. Je reviens de quelques jours en Allemagne et j'ai dû probablement prendre un choc thermique. Voilà. Alors, juste pour resituer Socotec en 2 secondes, avant de revenir avec un éclairage qui sera nécessairement microéconomique par rapport à ce que vous venez d'énoncer, même si j'ai un certain nombre de points de vue sur ce que vous avez dit. Socotec, c'est une entreprise aujourd'hui d'1,4 milliard, 13 000 salariés, 45% en France, 55% hors de France, Europe, US. Ce chiffre est à comparer à il y a 7 ans, on était à 500 millions et on était une entreprise franco-française. Notre métier, c'est la gestion des risques. On est un tiers de confiance dans le monde du building et des infrastructures. Donc l'histoire de Socotec, c'est l'histoire du réveil d'une très belle entreprise française que certains d'entre vous connaissent, qui a plus de 70 ans d'existence, qui était devenue un peu une belle endormie et qui, en 7-8 ans, est revenue sur une trajectoire qu'elle n'aurait pas dû quitter, qui est celle d'être d'un très beau leader français rayonnant à l'international. Cette trajectoire, elle se fait dans le cadre d'un actionnariat de type LBO, et ce qui nous a permis de faire plus de 60 acquisitions.
sur la séquence. Je reviens au sujet du partage de la valeur. Ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai rejoint cette entreprise, c'est que le sujet du partage de la valeur, culturellement, là je parle de la France, était extrêmement présent dans le débat, etc., au sein de l'entreprise, parce qu'elle avait une ADN de coopérative. Ça, c'était son histoire longue. L'histoire de la coopérative s'étant terminée en 2008. Mais elle avait perdu complètement le sens du temps court, le sens de la performance. Vous voyez, je crois beaucoup, moi, à l'articulation des temps longs de l'entreprise, qui est sa trajectoire, son ADN, son purpose, et puis le temps court, qui est celui de la performance, de la semaine, du mois, du budget, etc. Donc mon premier challenge a été de remettre la performance au cœur, tout en faisant, ce qu'on a plutôt bien réussi, tout en faisant en sorte que cette trajectoire de performance remise en place, retrouvée, peu à peu nous permette de ramener le sujet du partage de la valeur à la vraie place, c'est-à-dire on crée de la valeur et ensuite on la partage. Et cette place est d'autant plus importante qu'on a une histoire qui est particulière, et par ailleurs, c'est un people business, on est une boîte d'ingénieurs, donc il y a une guerre des talents, donc évidemment qu'il y a aussi une régulation de marché qui s'opère. Voilà, donc on a travaillé avec step by step, avec un certain nombre d'étapes qui ont été franchis, l'amélioration de performance permettant évidemment de donner des marges de manœuvre autour de la participation, l'intéressement, etc. Le LBO m'ayant permis, moi, très récemment, d'embarquer 400 personnes, ce qui est un groupe large, vous voyez, dans le véhicule du LBO. Et puis, en ce moment, on fait une opération d'actionnariat salarié France. Voilà, donc c'est des outils finalement assez classiques. Hein. Je n'invente, enfin voilà, je parle de choses que la plupart d'entre vous connaissent. Mais ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a remis, j'allais dire, l'église au milieu du village. C'est-à-dire que le sujet, c'est d'abord remettre l'entreprise dans une trajectoire de performance et ensuite faire en sorte que cette trajectoire génère ce qu'elle doit générer, c'est-à-dire cette recherche d'équilibre autour du partage de la valeur, ce qui n'est pas toujours simple dans une entreprise qu'un actionnariat de type LBO, même si c'est absolument pas impossible. Mais mon rôle, c'est aussi d'aligner les points de vue autour de ça. Le dernier point, j'ai vu que mon temps est écoulé, que je voudrais aussi souligner, c'est que dans le partage de la valeur, il y a aussi toutes les externalités que la trajectoire de l'entreprise permet. Vous voyez, nous on est une entreprise à forte intensité capital humain, donc évidemment qu'il y a aussi autour du partage de la valeur tout l'investissement autour de l'employabilité, le développement des compétences, et aussi des initiatives pour faire venir vers l'emploi des gens qui en sont extrêmement loin, ce qu'on a fait dans un projet spécifique qui s'appelle Rebond Favorable. Mais simplement pour partager avec vous le fait que le partage de la valeur, ça va bien au-delà du partage financier, c'est aussi le partage de la valeur autour de l'enrichissement du capital humain, ce que la trajectoire de l'entreprise doit permettre et ce qui est plus que jamais nécessaire dans un contexte de guerre des talents. Merci Hervé Monjotin. Et voilà, très intéressant ce que vous dites, on y reviendra. Je vais donner la parole à Guénola Chambon. On a aussi parlé beaucoup des contributions hors capital financier. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Bien sûr, en fait, au niveau de la société de gestion que je gère, Vauban Infrastructure Partners, déjà dans le nom, comme on le disait tout à l'heure, le choix n'était pas anodin. On a choisi un nom qui était emblématique en fait d'un engagement fort sur le territoire, quelque chose qui reflétait aussi un engagement d'équilibre, de partage de valeurs, parce qu'effectivement Vauban a quand même écrit tout un traité sur le partage de la valeur à travers la dîme royale, qui était quand même à l'époque très iconoclaste, hein, puisque c'était un partage équitable de l'imposition. Donc au niveau de Vauban, on est une société de gestion qui, quand elle s'est créée, a eu la chance de pouvoir, de façon totalement équitable, mettre au même niveau tous les salaires des collaborateurs hommes-femmes. Il n'y a pas de différence de salaire pour un même job, un même niveau d'expérience entre les hommes et les femmes. Nous avons la chance d'avoir une société de gestion qui a 43% de femmes, ce qui est quand même atypique dans nos métiers. Et puis, surtout, on a réussi à associer au capital de la société 40% des collaborateurs les plus seniors. L'objectif, évidemment, c'est de l'élargir dans le futur. Et ensuite, je dirais que l'ADN de notre société de gestion, c'est d'avoir créé des fonds d'investissement avec un engagement de long terme. Et je dirais que la durée, la maturité, l'engagement de long terme est un vecteur clé de partage de la valeur. Et donc, nous sommes convaincus chez Vauban qu'en s'engageant dans des infrastructures, il faut s'engager sur le long terme. Parce qu'à partir du moment où on est sur une durée de temps long, on peut construire un dialogue extrêmement nourri avec l'ensemble des parties prenantes d'un projet. Une infrastructure, elle va toucher les gens au quotidien, elle va impacter les vies de tout le monde.
Nous sommes sur des infrastructures qui sont des routes, qui sont des aéroports, qui sont des hôpitaux, des universités, qui sont des réseaux de chaleur, qui sont des parkings. Et donc, à ce titre, il est clé d'avoir ce dialogue. Et donc, cet engagement de long terme, il se traduit par des fonds avec un portage à 25 ans. Donc, c'est vraiment du très long terme. Et si je veux illustrer mon propos sur un exemple très concret, par exemple, en France, nous avons travaillé sur les concessions de réseau FTTH, donc la fibre optique qui vient remplacer les câbles en fait, en cuivre téléphonique. Et donc, on a travaillé notamment, par exemple, dans la région des Hauts-de-France, avec un syndicat mixte qui a été constitué avec, d'une part, la région, et puis des départements qui sont le Nord et le Pas-de-Calais, et qui ont constitué un syndicat mixte pour apporter, en fait, le réseau FTTH qui se substitue au cuivre et qui va apporter, en fait, quelque chose de clé, qui est, en fait, résoudre la fracture numérique dans les zones rurales. Et donc, dans le cadre de ce projet, qui représentait 600 millions d'euros de CAPEX, nous sommes investis pour 25 ans aux côtés des élus. Et concrètement, comment ça s'est traduit ? On a travaillé ensemble sur le déploiement d'un réseau qui a duré 5 ans, qui a été l'opportunité de faire travailler 70% d'entreprises locales, qui a été l'opportunité de créer 400 emplois fixes qui ont été créés au moment de la construction et qui sont restés pérennes en période d'opération du réseau. On a travaillé avec eux pour la création d'une plateforme de formation qui a représenté 80 000 heures de formation pour en fait, l'employabilité locale. Et in fine, on a travaillé aussi sur l'insertion avec des populations qui étaient en fait complètement sorties du système au-delà de 3 ans post-période en fait, de chômage. Et on a réussi à créer en fait, 50 emplois pour ces personnes-là. Et je rebondis un tout petit peu parce que ça m'interpelle ce que vous dites sur le recours à des entreprises locales. Vous avez des objectifs spécifiques là-dessus, aussi sur la création d'emplois. Comment vous mesurez votre impact à ce niveau-là ? Alors, en fait, on en a d'une part dans les appels d'offres qui sont lancés par des personnes publiques. Le délégant, par exemple, va lancer un appel d'offres et va, dans le cahier des charges, imposer un niveau minimum d'employeurs, en fait, d'emplois créés plus d'entreprises locales, toujours. Et puis derrière, chacun délivre sa partition, c'est-à-dire qu'on va répondre en disant « moi, je vais m'engager un peu plus loin ». Et dans le cadre de notre investissement au niveau de Vauban, même de l'ADN, de la société de gestion, nous avons des critères, effectivement, que nous imposons aux boîtes dans lesquelles nous investissons. Donc, à partir du moment où je vais rentrer au capital d'une entreprise, je vais avoir en fait des critères financiers et des critères de performance, d'inclusion, qui vont être mesurés chaque année. Et en fait, pourquoi le temps long est clé ? C'est parce qu'en fait, ces impacts-là ne vont pas se mesurer sur 2 ou 3 ans. On va commencer à mesurer l'impact de notre investissement et des critères que l'on a imposés à l'entreprise dans laquelle on a investi sur un horizon d'au moins 10 ans. C'est pour ça que pour moi, l'infra, ça peut être qu'un investissement de long terme. Merci, très intéressant. Bertrand Dumazy, on parlait beaucoup de ces questions juste avant cette table ronde. Est-ce que vous voulez donner votre perspective ? Oui, alors d'abord, ma perspective est la perspective d'un chef d'entreprise qui gère un groupe qui est dans 45 pays. Et donc, une observation du partage de la valeur dans 45 pays, de Santiago du Chili à Singapour. J'ai une première bonne nouvelle à partager avec vous, c'est que, en réalité, quand on regarde, la France est la championne du monde du partage de la valeur en faveur du travail. Mon propos peut paraître un peu dérangeant, mais en réalité, quand on regarde le pourcentage dédié au travail par rapport au capital, c'est en France qu'il est le plus élevé et c'est en France où il a le moins baissé. Et d'ailleurs, cette proportion est assez stable depuis les années 90. D'un point de vue micro, chez Edenred, on est à 65% pour le travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il en reste 35%, 17% pour les capitalistes, 65% pour le travail, 17% pour les capitalistes, pour donner un ordre de grandeur. Donc la France est championne du monde en fait, du partage de la valeur en faveur du travail, par le salaire, par les bonus. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la France est le 2e pays au monde où il y a le plus de rémunération variable. Et puis par des systèmes qui sont uniques en France, que sont la participation, l'intéressement, la prime de partage de la valeur, mais aussi des aides directes, et ça c'est mon métier, tels que le ticket restaurant, le ticket CESU et d'autres choses. Mais donc si on prend l'ensemble et avec une perspective historique, et on a besoin de se donner du cœur à l'ouvrage, la France est un très bon élève en termes de partage de valeur. Cependant, quand on regarde et on sort de la moyenne, ce partage de la valeur n'est pas encore complètement équitable.
il y a des inégalités hommes-femmes, il y a des inégalités grandes entreprises, petites entreprises, et il y a des inégalités assez fortes d'un secteur industriel à l'autre. Alors moi, là, je vais parler pour ma boutique, j'ai une solution à ça. Si vous pensez au ticket restaurant, le ticket restaurant, c'est la même valeur pour tout le monde, qu'on soit un cadre ou un ouvrier. Il n'y a pas de distinction entre un homme et une femme. Donc, il existe des moyens en France pour rééquilibrer dans une situation globale qui est bonne. Cependant, et c'est mon deuxième propos d'observateur qui a la chance de se balader dans 45 pays, on a un gros problème en France, c'est qu'on ne crée pas suffisamment de valeur. On la partage bien, mais on ne fait pas grossir le gâteau. Et on ne fait pas grossir le gâteau pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'investit pas assez. Si vous regardez en fait l'investissement en France dans le R&D, recherche et développement, c'est à peu près 2,5% du PIB. Les États-Unis investissent 3,5%. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on devait retrouver la trajectoire d'investissement dans l'innovation, il faudrait investir 130 milliards d'euros de plus, nous Français, sur les 20 prochaines années pour rattraper le retard qu'on a avec les États-Unis. Et sans investissement dans l'innovation, il ne peut pas y avoir de création de valeur. Et donc il faut que la nation française accepte cette idée et il faut que nous investissions plus. La deuxième raison pour laquelle nous ne créons pas assez de valeur, c'est que, et là je ne vais pas me faire que des amis, mais on ne travaille pas assez en France. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas suffisamment à la semaine, on ne travaille pas suffisamment longtemps, et le taux de chômage qui est structurellement 2% au-dessus de la moyenne des pays européens fait que nous ne travaillons pas assez. Et donc si on ne travaille pas assez et si on n'investit pas, eh bien on ne peut pas créer de valeur. Et donc s'il n'y a pas de création de valeur, le partage de la valeur devient un partage difficile parce qu'on a un gâteau qu'il faut partager avec plus d'enfants, et donc tout le monde se bat pour la part la plus importante. Mais je vais aller un cran plus loin. Ce qui me marque le plus en regardant ce que je vois dans les autres pays du monde, c'est qu'en France, on n'a pas de consensus sur les valeurs. C'est-à-dire que si on veut créer de la valeur, il va falloir qu'on se mette d'accord, nous, peuple français, sur les valeurs. Et moi, je vais partager avec vous aujourd'hui un credo sur 3 valeurs qui me paraissent essentielles. La première, c'est qu'il n'y a rien de mieux que la démocratie libérale. Et je le vois puisque je suis dans des pays qui sont passés à côté de la démocratie libérale. Il n'y a rien de mieux. Et c'est un bébé fragile, la démocratie libérale. Elle est née il n'y a pas longtemps et elle est très fragile parce qu'elle repose sur la liberté de chacun d'entre nous. Et donc si on ne respecte pas les codes de la démocratie libérale, celle-ci peut disparaître. Et étant dans le monde, dans des pays où la démocratie libérale est disparue, je vous garantis que ça n'est pas une bonne chose. Donc il va falloir qu'en France, on se mette d'accord sur le fait qu'il n'y a rien de mieux que la démocratie libérale. La deuxième chose à laquelle je crois beaucoup, c'est l'économie de marché. Je ne connais pas un pays dans le monde qui, sur une durée longue, s'étant écarté de l'économie de marché, a créé de la valeur et donc a permis du partage de la valeur. Il n'y en a pas un dans le monde sur une durée longue. Et pourtant, 65% des Français disent « Ouais, en fait, l'économie de marché, je ne suis pas sûr. » Eh bien, moi, je suis sûr. Parce que l'observation sur un temps long et dans le monde entier montre qu'il n'y a rien de mieux. Et troisième valeur, c'est l'Europe. Nous sommes Français, mais nous sommes aussi Européens. Et pour être beaucoup en Asie, beaucoup en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, l'Europe a une voix à porter. Il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent en Europe que de choses qui ne sont pas en accord entre nous. Bref, ce que je veux dire, c'est que si on veut partager encore mieux la valeur, il va falloir la créer. Pour la créer, il va falloir se mettre d'accord sur des valeurs. Et si on ne se met pas d'accord sur des valeurs, pas de création de valeur et pas de partage. Et si le gâteau ne grossit pas, alors le partage de la valeur devient difficile. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous tous. Le capital finit toujours par gagner sur le travail s'il n'y a pas de création de valeur.
énormément de choses. Ça va être difficile d'aborder tous les thèmes, mais on y reviendra. Je voudrais juste donner la parole à Luc Mathieu, puisque vous êtes au cœur de ces débats. Donc, l'année dernière, petit rappel, accord sur le partage de la valeur, typiquement, qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises entre 11 et 50 salariés devront mettre en place ce type de dispositif. Est-ce que vous voulez un peu nous dire comment ça se passe et quelles sont voilà, aussi les revendications autour de ça ? Ok, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Moi, je voudrais d'abord, peut-être avant d'attaquer les dispositifs, dire deux choses. C'est que là, on parle de la création de valeur qu'on est en capacité de mesurer, valeur monétaire, mais qu'il y a aussi des tas de valeurs qu'on crée et qui ne sont pas forcément mesurables. Quand on a un bon système éducatif, on crée de la valeur. On ne sait pas vraiment la mesurer. On sait mesurer son coût, mais on ne sait pas. Quand on a un bon système de santé, on crée aussi de la valeur. Quand on a un bon système social qui crée du lien et de la solidarité, on crée aussi de la valeur. Donc, je dis ça pour dire qu'il y a la création de valeur monétaire qu'on sait mesurer, et puis il y a le reste. Ce n'est pas indifférent dans un contexte qui peut être quelquefois très troublé. Si on en revient à la valeur mesurée de manière monétaire, vous l'avez dit tout à l'heure, on finance le commun au travers des impôts, on rémunère le travail, on rémunère le capital. Les impôts, ce n'est pas un sujet connexe, c'est un sujet très important parce que ça sert en particulier à financer l'éducation, la santé et tout le reste. Et donc on parle de fiscalité, et de fiscalité notamment des entreprises, et que de ce point de vue-là, se pose la question un peu de l'égalité devant l'impôt, puisqu'on voit bien que le taux, pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, on a un taux de 25% qui s'applique normalement à l'ensemble des entreprises, mais on sait très bien que le taux effectif d'imposition des entreprises varie quelquefois très fortement autour de ce chiffre-là, notamment pour les entreprises qui sont en capacité de faire de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est-à-dire d'échapper pour une part de leurs résultats à l'impôt. Je dis ça, ce n'est pas simplement anecdotique, parce que les chercheurs du CEPI l'évaluent à près de 40 milliards par an, et le Conseil d'analyse économique dit que ça pèse pour 15 milliards sur l'impôt sur les sociétés. Donc ce n'est pas juste quelque chose comme ça. Et donc faire de l'optimisation fiscale, eh bien, ça pèse évidemment sur l'état des finances publiques, ça pèse aussi sur d'ailleurs la rémunération au travers du partage de la valeur des salariés, puisque ces sommes-là disparaissent du paysage. Pour en venir maintenant à la question de la rémunération du travail, c'est d'abord évidemment la question du salaire qui fait l'essentiel des sommes qui sont versées. Quand on parle, alors on a évoqué cette question lors de la négociation de l'accord interprofessionnel sur le partage de la valeur au travers de 3 sujets, et qui touchent en particulier les branches. C'est la question de tous les salaires minimums de branche et en particulier de leur conformité au SMIC, parce que à quoi ça sert une branche professionnelle? D'abord, c'est quoi une branche professionnelle? C'est un ensemble d'entreprises d'un même secteur qui décident de se donner en commun un socle social minimum. Bon, disons les choses comme ça. Et parmi les dispositifs de branche, il y a quelque chose qui s'appelle les salaires minimums hiérarchiques, c'est-à-dire où on hiérarchise les emplois dans une grille de classification, et puis on y associe à chaque fois un salaire minimum. Et ce salaire minimum, il doit être au-dessus du SMIC. Ces grilles de classification, elles dessinent pour les salariés des parcours professionnels qui sont possibles ou pas. Et ils sont très importants dans le cadre de la dynamique salariale. Et quand ça ne fonctionne pas, il y a un vrai problème de dynamique salariale. Or, il se trouve que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que dans un certain nombre de branches, la majeure partie de leurs niveaux de classification sont sous le SMIC. Donc ça veut dire que, je prends un exemple très concret pour que tout le monde comprenne, dans la branche des officines de pharmacie, il y a des métiers qui s'appellent les employés polyvalents de pharmacie, qui sont répartis sur 16 niveaux de classification. Sur ces 16 niveaux, il y en a 14 qui ont un salaire minimum sous le SMIC. Il faut 2 ans pour franchir un niveau. Ça veut dire que quand vous êtes employé polyvalent de pharmacie, pendant minimum 28 ans, votre salaire de référence, c'est le SMIC. Et donc, évidemment, que ça pose un certain nombre de problèmes et de désespérance sociale, surtout pour ceux, d'ailleurs, qui se font rattraper par le SMIC, notamment ces dernières années, puisqu'il y a eu de fortes augmentations du SMIC qui ont rattrapé un certain nombre de salariés qui avaient cru échapper au SMIC et finalement qui se font rattraper par celui-là. Et donc, ça crée une forme de désespérance sociale qui n'est pas sans lien non plus, à mon sens, avec la situation qu'on peut vivre aujourd'hui.
Donc la question de la conformité au SMIC, premier sujet. Deuxième question, l'écrasement des niveaux, j'en parlais avec les officines de pharmacie. Et troisième question, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. À salaire égal, à travail égal, salaire égal, c'est un principe qui a été acté dans le préambule de la Constitution de 1946. C'est-à-dire il y a près de 80 ans, on n'y est toujours pas. Donc il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Et sur ces trois sujets, l'accord national interprofessionnel a travaillé et a pris un certain nombre d'engagements. Les employeurs ont pris un certain nombre d'engagements sur ce sujet. Le moins que je puisse dire aujourd'hui, c'est qu'il ne s'est quasiment rien passé. Et donc, au-delà de ces sujets, se pose aujourd'hui aussi la question de la loyauté de la négociation et de la loyauté des échanges entre partenaires sociaux. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, ça me semble tout à fait fondamental. Et puis, après tout ça, il y a effectivement les dispositifs plus classiques, l'intéressement, la participation, la prime de partage de la valeur. Alors, l'intéressement et la participation, ils sont caractérisés par un défaut majeur, c'est qu'ils ne concernent que la moitié des salariés, et en particulier ceux des plus grosses entreprises. Et donc, en particulier, toutes les salariés des entreprises de moins de 50 salariés sont très peu concernés par l'intéressement et la participation. Et pour nous, un des enjeux de la négociation de cet accord, c'était justement d'élargir à l'ensemble des salariés l'accès à ces dispositifs d'intéressement et de participation. Et ça s'est matérialisé par un certain nombre de dispositifs. L'obligation pour les branches professionnelles d'ouvrir des négociations avant le 30 juin dernier sur des accords types de participation pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés, l'obligation pour les entreprises de 11 à 50 salariés de verser un dispositif de partage de la valeur à partir de l'année prochaine s'ils font 3 ans consécutivement un résultat supérieur à 1% de leur chiffre d'affaires. Voilà. Là aussi, sur la question de la négociation des accords de participation, qui peuvent être dérogatoires à la formule légale, je le signale, puisque ça avait été une des revendications des employeurs en nous disant c'est comme ça que ça va pouvoir fonctionner. Il ne se passe rien. Pas un seul accord aujourd'hui n'a été signé sur ce sujet depuis 1 an et demi. Voilà. Donc, et puis la prime de partage de la valeur. La prime de partage de la valeur, c'est la fille de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui avait été créée après les Gilets jaunes. Aujourd'hui, elle est généralisée. C'est une prime qui est pour un certain nombre de salariés totalement défiscalisés, non soumis à cotisation, etc. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur la question du financement du commun, du financement de la protection sociale, des retraites, etc. Il y a quand même un aspect fiscal et social aussi qui est important de ce point de vue-là. Elle a deux difficultés, cette prime de partage de la valeur. D'abord, elle n'est pas forcément mise en place dans le cadre du dialogue social, premièrement. Et deuxièmement, elle a un effet substitutif au salaire qui est quand même majeur. C'est l'INSEE qui l'avait relevé l'année dernière en disant que sur la prime exceptionnelle sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, 30% auraient été versés en salaire s'il n'y avait pas eu cette prime. Et que donc, l'effet substitutif au salaire, moi je note qu'un certain nombre de candidats dans le cadre de la campagne électorale ont proposé que cette prime puisse être augmentée jusqu'à 10 000 € et versée tous les mois. Vous m'expliquerez la différence entre une prime totalement défiscalisée, totalement désocialisée, versée tous les mois, et le salaire, alors qu'il doit y avoir distinction entre les deux. Ça pose évidemment un problème de fond. Et puis je termine avec un élément connexe, ce que j'ai relevé dans un texte relatif au sujet qu'on traite là, quelques phrases que je vous cite. La valeur financière est-elle la seule qu'il faille partager dans l'entreprise? Première question. Et la deuxième, il est clair que les principes démocratiques doivent désormais s'étendre à d'autres sphères que celles de la politique, notamment à l'entreprise. Alors, ce texte parle du partage de la valeur, et ce n'est pas un brûlot gauchiste, c'est un texte du MEDEF. C'est un texte du MEDEF qui, à l'occasion de la REF de ce début d'année, avait présenté le débat. Et ça pose la question de la gouvernance des entreprises et du partage du pouvoir à l'intérieur de ces entreprises. On est en fait très en retard en France par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble de l'Europe. Dans l'ensemble de l'Europe, 18 pays sur 27 ont mis en place des administrateurs salariés, et en général, un tiers des conseils sont constitués par des représentants des salariés. Ce n'est pas du tout le cas en France. Il y en a beaucoup moins, sur un périmètre avec des effets de seuil qui sont quand même importants. Donc il y a aussi
tout un axe de travail à explorer de ce point de vue-là. Voilà. J'allais justement vous redonner la parole. Donc, on le voit, dialogue social qui ne fonctionne pas très bien ou qui n'est pas suivi d'effet, d'entreprises qui ne jouent pas forcément le jeu. Vous parliez tout à l'heure, Patrick Dumazy, du partage du gâteau, de quand il grossit, comment il est partagé aussi. Et là-dessus, il y a quand même un ressentiment fort des Français qui nourrit aussi le vote des extrêmes, on l'a vu. Notamment sur les écarts de salaire en entreprise. Un rapport d'Oxfam que je vais citer qui avait beaucoup fait parler, qui montrait qu'entre 2019 et 2022, les salaires des grands patrons avaient augmenté de 27%, celui des salariés de 9%, dividendes record l'année dernière. Tout ça, ça alimente quand même l'impression que quand le gâteau augmente, la chantilly est toujours pour les mêmes, et puis que quand il diminue, par contre, tout le monde doit faire des efforts et contraint. C'est à gros traits, mais c'est quand même ce qui nourrit beaucoup de ressentiment. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Comment on corrige ça? Comment on fait en sorte qu'il y a un meilleur dialogue autour de ces sujets? Alors moi, je voulais intervenir sur autre chose, mais... mais voilà, vous êtes... Non, mais moi, je voulais démarrer le dialogue avec mon camarade. C'était juste, encore une fois, si on prend cette prime de partage de la valeur, vous dites il y a 30% qui auraient été versés en salaire de toutes les façons. C'est une manière de voir. On peut aussi le voir en disant il y a 70% qui n'auraient pas été versés. Donc certes, le système n'est pas parfait, mais est-ce qu'on peut regarder le verre un tout petit peu à moitié plein? C'est-à-dire que sans ça, 70% de cet argent n'aurait pas été versé. Donc c'est pas parfait, mais c'est un grand pas en avant tout de même. Oui, c'est une façon... Écoutez, moi, je n'ai rien contre la prime de partage de la valeur. Simplement, ce qu'on dit, on ne peut pas substituer un salaire. On ne construit pas sa vie sur des primes variables qui arrivent ou n'arrivent pas. Je suis d'accord. Et que donc l'essentiel de la rémunération, ça doit être constitué par quand même la question du salaire. Parce que je ne trouve pas un logement avec des primes, éventuellement de primes de partage de la valeur. Je ne trouve pas un logement avec des primes, avec le ticket restaurant non plus, sans évidemment... mais en revanche, je m'alimente correctement tous les jours grâce au ticket restaurant. Tout à fait. J'ai rien contre le ticket restaurant. C'est moi qui gère pour la CFDT, la CNTR et tout ça. Donc pas de problème. Simplement, ce que je veux dire, donc la question c'est comment est-ce que le salaire reste quand même la référence. Or, on voit bien que quand on propose que la prime de partage de la valeur puisse atteindre 10 000 € par an et qu'elle puisse être versée tous les mois, on a quand même un petit problème. Et je de vous signification. Voilà. Et je vous rejoins, et d'ailleurs je vais un cran plus loin, c'est là où les hommes de bonne volonté peuvent converger. On a beaucoup parlé du salaire décent, et le salaire décent est probablement une très bonne mesure des choses. Une autre manière de le dire, quand un homme ou une femme touche un salaire et doit élever une famille, si on ne peut pas élever décemment sa famille avec un salaire, il y a donc un problème de salaire. Et comme vous le disiez, si j'ai bien compris, un effet d'aubaine de certains dispositifs aussi, qui au lieu de contribuer à une augmentation des rémunérations, en fait, on a une substitution entre différents moyens de rémunération. Oui, même si dans le cas précis, mais en fait, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne vit pas de primes qui ne pourraient pas tomber d'une année sur l'autre. Et d'un autre côté, 70% n'auraient pas été versés sans cela. Avec ces deux données, ensemble, on finira par trouver une solution. Hervé Mongetin, vous vouliez réagir? Oui, je pense que... On ne va pas applaudir à chaque fois. On n'est pas dans un meeting électoral, il me semble. Je pense qu'il ne faut pas qu'on reste tétanisé sur cette histoire de prime de partage de la valeur qui est un sujet ponctuel. Il faut simplement constater que ça a été un grand succès. Parce que moi, je dirige une grande ETI maintenant, mais par le jeu des acquisitions, je suis en contact avec beaucoup de petites entreprises, parce qu'on est un acteur de la consolidation du marché. Et ne perdez pas de vue que la complexité de notre réglementation, la complexité de la forme est quelque chose face auquel les dirigeants sont souvent désarmés. Un patron de PME, il a dans ses gènes, dans son ADN, quand même la notion de partage avec ses équipes. Celui qui prétend le contraire ne dit pas la vérité. Un entrepreneur, c'est très souvent quelqu'un de généreux. Et moi, j'ai souvent été en face d'entrepreneurs qui envisageaient la vente de leur entreprise. La première raison, en France, étant l'effet de seuil. C'est marrant, vous voyez, en disant « Ouh là là, j'arrive à 50 salariés, ça devient bien compliqué, trop compliqué pour moi, je fais bien mon job, j'aime ce que je fais. »
Enfin, j'aime mon métier, mais tout ce qui va autour, ce qu'ils mettent sous le label gestion, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc il faut mieux que je m'adosse sur des structures plus grandes qui vont m'aider là-dessus. Donc de ce point de vue-là, je rejoins Bertrand sur le fait qu'il faut regarder le verre à moitié plein. Oui, bien sûr qu'il y a des effets d'aubaine, mais c'est surtout quelque chose d'une simplicité importante. On a besoin de choses simples. Le deuxième point, si je puis me permettre, il y a un sujet qui est totalement absent de nos débats, et je trouve ça un peu lunaire. Le premier facteur de régulation du partage de la valeur, c'est d'abord la démographie. En fait, on rentre dans une période de classe creuse. Et en fait, pourquoi les entreprises ont plutôt eu des politiques salariales dynamiques? Parce que sur le ressenti aujourd'hui, il y a aussi tous ceux qui sont en dehors du système. Vous voyez, je pense que ceux qui sont dans les entreprises aujourd'hui n'ont pas le ressenti que vous décrivez. Mais pourquoi il y a eu cette dynamique salariale qui s'est remise en marche? D'abord parce qu'il y a une guerre des talents. C'est une affaire d'économie de marché. Alors les anglo-saxons sont beaucoup plus... sont beaucoup plus habitués à cela, vous voyez, à ces cycles-là. Nous, dans l'Europe latine, c'est quelque chose qui crée plus d'émotions, mais sur le fond, on rentre dans des périodes longues de classe creuse, et donc il y a une guerre des talents. Donc la capacité de l'entreprise à alimenter une position autour du partage de la valeur qui démarre par le salaire, mais qui va ensuite vers le développement des compétences et aussi une forme de partage de pouvoir dans l'entreprise. Elle le fait aussi selon un principe de réalité. Ce n'est pas qu'une affaire de code, de formalisme, c'est aussi une affaire de dynamique démographique qui est pour moi évidente et qui est complètement à l'œuvre, qui se met en mouvement maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins là-dedans aussi une forme d'asymétrie? Et j'allais y revenir parce qu'effectivement, vous avez parlé de cette régulation du marché grâce à la chasse au talent, qui néanmoins joue de manière plus forte pour certains segments. Des cadres qui ont une forte mobilité, qui ont du coup un pouvoir de négociation beaucoup plus important que des gens qui vont être plus assignés géographiquement, qui n'ont pas forcément les moyens de la mobilité. Mais c'est évident. Et c'est pour ça que la société française se perçoit comme fragmentée. Il y a bien entendu des grands bénéficiaires de la mondialisation qui la vivent de manière positive, comme une source d'opportunité, et d'autres qui la vivent comme une immense menace. Donc, en même temps, on a besoin de tout le monde. Et on l'a vu pendant le Covid, cette fameuse histoire des jobs de première ligne. On voit bien que ces jobs-là ont une valeur économique et sociétale majeure. Donc on a besoin de ces jobs-là, et il faut effectivement investir sur ceux qui les tiennent et être capable de projeter quelque chose pour eux. On sait très bien, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, qu'il va y avoir avec en particulier avec l'arrivée de l'IA, mais une mutation du travail qui va être très très forte. Donc faisons en sorte que ça... Moi, je pense, si vous voulez, qu'on est beaucoup plus proche de la première révolution industrielle, y compris dans l'inflexion sur le partage capital-travail, que celle qu'on suit, en fait. Donc, elle peut être... C'est une rupture technique avec des grands gagnants et des grands perdants. Elle peut être très brutale et mettre en péril notre démocratie libérale, à laquelle je crois, moi aussi, plus que jamais. Mais l'entreprise a un rôle à jouer là-dessus parce qu'elle a d'une certaine manière... Je crois moins au partage... Il y a un discours un peu lénifiant sur la démocratie dans l'entreprise. Voilà, quand vous avez un contrat de travail, d'une certaine manière, vous renoncez à une forme de liberté. Vous n'êtes pas citoyen de l'entreprise. Après, l'entreprise, elle évolue dans un environnement sociétal qu'elle doit prendre en compte. Par contre, l'entreprise, elle a un enjeu majeur d'adhésion de tous ses collaborateurs au projet, et elle ne peut pas avoir elle-même plusieurs vitesses au sein de son corps social. Donc, de cette manière, et c'est ce qu'on a vécu, je pense, pendant le Covid et après, l'entreprise aujourd'hui est un lieu de cohésion sociale qui fonctionne assez bien, je trouve, qui est assez solide. Et de ce point de vue-là, nous, chefs d'entreprise, on a une responsabilité très forte de maintenir ce cadre. Mais je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce que vous disiez sur le ressenti de gens qui ne sont pas forcément employés au sein des entreprises, qui alimenteraient du coup les chiffres, mais quand on voit les proportions,
c'est quand même le ressenti aussi beaucoup de gens qui sont salariés, qui sont travailleurs, qui sont ces emplois de première ligne dont on a beaucoup parlé pendant le Covid et puis qui sont quand même concernés au premier chef par la fameuse smicardisation de la France. Mais je vais vous donner juste un truc, je ne veux pas monopoliser la parole, mais moi, le télétravail, c'est quelque chose, depuis le début, sur lequel moi je suis vent debout. Après, je ne suis pas un dinosaure. Pour attirer des ingénieurs dans mon entreprise, des talents, évidemment qu'on doit proposer quelque chose sur le télétravail. Mais le télétravail, il participe de cette fragmentation de la société. Parce que les gens en première ligne, ils ne télétravaillent pas. Et si vous voulez, tout le côté, le vendredi, je suis en télétravail et du coup, je prends le TGV pour aller aux quatre coins de la France. Bah oui, mes enfants, ils font ça. Tous ceux qui ont eu la chance de faire des bonnes études ont ce quotidien-là qui est très différent de celui qu'on a connu, nous, qu'on avait leur âge. Le problème, c'est que ça fragmente. Donc les débats un peu oiseux qu'il y a eu à l'époque sur est-ce que le télétravail, ça favorise la productivité? Oui, non. Maintenant, il y a plutôt un consensus pour dire que c'est plutôt non. Mais c'est surtout que ça fragilise le cadre collectif et ça alimente la perception d'un monde à plusieurs vitesses. Donc je vous donne un exemple micro, voyez, mais quand vous êtes à la tête d'une entreprise, il faut aussi savoir intégrer cette dimension-là. C'est-à-dire cohésion sociale. Où se joue la cohésion de mon corps social? Sur quoi ça se joue? Oui, bien sûr, les accords de participation, d'intéressement, tout ça est central, majeur, etc. Mais c'est beaucoup plus large et complexe que simplement cette affaire. Yannoula, vous voulez... Oui, moi j'aurais dit qu'au contraire, avec les résultats des élections et la polarisation de notre société, je pense que c'est comme un wake-up call. On a une responsabilité collective en tant que patron de boîte. Je pense que chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer pour justement essayer de nourrir un dialogue constructif, pour essayer d'aider à une cohésion sociale plus importante. Et moi, je pense que quand on voit par exemple les nouvelles générations, qui demandent autre chose, qui ont des valeurs justement qui sont différentes. Ils ont une vraie demande de marque employeur. On avait fait toute une analyse avec Salmon Consulting sur quelles sont les valeurs des jeunes, quelle est la recherche de la marque employeur et comment il faut la redéfinir. Et où on avait en fait brainstormé avec l'ensemble des patrons des boîtes dans lesquelles on avait investi sur il faut complètement se réinventer. Le dialogue même qu'il faut nourrir dans la communication pour pouvoir recruter doit changer. Et quand on parle de la digitalisation et puis du télétravail, je pense qu'on n'a pas le choix. On est passé par le Covid, maintenant les gens ont goûté à ça, il faut juste l'utiliser comme un outil. On ne peut pas le nier, pour moi c'est un outil qui va rendre plus flexible l'usage du travail, mais effectivement ne pas basculer dans un schéma où les gens fonctionnent trop à distance et où effectivement on perd la valeur collective, la valeur de la création du travail ensemble, dans un même lieu. Donc tout est dans la mesure, mais moi je pense vraiment que là, le travail, il est au niveau de chacun d'entre nous pour faire avancer les choses et pour essayer de résoudre cette rupture majeure en fait, de notre société. Si je puis me permettre, on est dans un monde, et en particulier en France, qui est hyper individualiste, avec des jeunes qui sont très paradoxaux, c'est-à-dire qu'à la fois qui sont viscéralement individualistes et en même temps orphelins de cadres collectifs qu'ils n'ont pas connus. Et je pense que le cadre collectif de l'entreprise est un cadre qui tient bien. Il n'y en a pas tant que ça quand vous regardez dans la société française aujourd'hui. Et il me semble qu'un des rôles du patron aujourd'hui, au-delà de faire bien fonctionner son entreprise, de faire en sorte qu'elle soit performante, c'est d'être le garant de ce cadre. Et après, chaque entreprise a ses caractéristiques en termes de population et de profil d'employés. Mais je pense que c'est plus important que jamais. Luc, Mathieu, vous voulez rebondir? Oui, je voulais dire deux choses. D'abord que je ne suis pas du tout d'accord sur la question de l'individualisme des jeunes. Moi, j'entends ça depuis 40 ans. Donc, toutes les études montrent que la capacité d'engagement des jeunes aujourd'hui, elle est absolument la même qu'il y a 50 ans. Les différences sont peut-être sur les modalités d'engagement, etc. Ça, c'est une autre question. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas croire que les entreprises sont des bulles qui seraient comme ça à l'écart du fracas du monde et qu'il y a des liens aujourd'hui, en tout cas très importants, entre ce qui se passe dehors, ce qui se passe dedans, et entre ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors. Il y a eu une étude très intéressante qui est sortie il y a quelques semaines sur le lien entre les conditions d'exercice des métiers, les conditions d'autonomie à l'intérieur des métiers, etc., et le vote politique. Et on voit qu'il y a un lien tout à fait clair entre les deux, et que quand on a de mauvaises conditions de travail, pas d'autonomie dans son travail, etc., eh ben, on vote statistiquement plus pour le Rassemblement national, pour être très clair,
que si on est dans des conditions de travail améliorées. Donc, je crois qu'il y a et puis le Covid, comme vous l'avez dit, est passé par là. On est dans un autre univers aujourd'hui, c'est comme ça. C'est la réalité. Et donc ça ne changera pas. Donc il faut aussi que les dirigeants d'entreprise et tous ceux qui concourent à l'organisation de l'entreprise mettent de côté, y compris pour moi, personnellement je ne fais pas de télétravail, j'ai horreur de ça, mais il n'empêche que je suis bien obligé de constater que c'est quelque chose auquel aspirent beaucoup de gens aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une étude qui disait, on interrogeait des cadres sur le fait que si on vous supprimait le télétravail, quelle serait votre attitude, et que plus de la moitié d'entre eux disaient je songerais à changer de boulot. Voilà. C'est la réalité, c'est comme ça. Donc qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est en tout cas et comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que donc il ne faut pas caler des vieux fonctionnements de l'entreprise sur la situation d'aujourd'hui, car elle a considérablement changé. Patrick Dumazy, un mot très bref, parce que je voulais laisser 2 minutes pour les questions de l'auditoire. Vous vouliez réagir tout à l'heure sur... Non, mais en fait, moi, ce qui me marque dans notre débat, c'est que le métier de chef d'entreprise est un métier de funambule. C'est-à-dire qu'on est sur un fil et on essaie constamment d'équilibrer les choses. L'équilibrage dans le partage de la valeur, on a parlé capital-travail, mais en réalité, pour nous, c'est aussi client-fournisseur. Donc c'est un partage qui est bien plus général. Métier de funambule sur le court terme, le moyen et le long terme. Et ce que je constate aussi, c'est que mes concitoyens disent s'il y a bien une institution qui tient debout, c'est encore l'institution de l'entreprise. L'entreprise est l'institution à laquelle les Français ont le plus confiance. Et moi, je prends cette responsabilité en disant puisqu'ils nous font confiance, alors on va faire de l'entreprise un laboratoire de concorde. C'est-à-dire que, oui, avec les partenaires sociaux, si on parle de cœur à cœur et que chacun respecte ses engagements et sa parole, alors on est capable de créer des choses ensemble. Si chacun d'entre nous garde en tête le moyen et le long terme, et je suis très sensible à ce que vous avez dit sur de la prime qui tomberait ou tomberait pas, avec ça, on ne peut pas bâtir un avenir. On a besoin d'un socle de revenus stable. Eh bien, n'oublions pas qu'en France, c'est possible. C'est possible si on est des agents de concorde. C'est possible si les chefs d'entreprise acceptent ce job d'être un funambule et de constamment essayer d'équilibrer une équation qui n'est pas toujours facile à équilibrer, mais c'est la responsabilité qui nous est confiée. Et donc, ce que je veux partager avec vous, c'est que n'oublions pas que la France, encore une fois, fait du bon boulot en termes de partage de valeurs. On peut mieux faire. On doit équilibrer, et cet équilibrage, il est possible, mais il sera plus facile si on crée plus de valeur. On doit créer plus de valeur, donc on doit travailler un peu plus, on doit investir un peu plus. On va passer à... On a le temps pour 1 ou 2 questions avant la conclusion d'Hippolyte Dalby. Voilà, je crois qu'il y a des micros qui sont dans la salle. Est-ce qu'on peut passer à un de ces messieurs ? Oui, bonjour et merci pour vos interventions. Pourriez-vous nous dire un mot sur les entreprises à mission et si certains d'entre vous envisagent de se lancer dans ces opérations ? Est-ce que l'un d'entre vous est sur ce sujet ? Bon, alors, nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup regardé, et on a beaucoup regardé notamment sur une volonté de l'une de nos administratrices qui est là aujourd'hui, Sylvia, qui m'en a parlé de longues fois en disant « Écoute Bertrand, tu devrais regarder l'entreprise à mission et est-ce qu'on n'aurait pas vocation à être transformé ?» C'est toujours en cours, c'est-à-dire on regarde, il y a des plus et des moins, et surtout la question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous ferions différemment si nous étions une entreprise à mission ? Et pour l'instant, je suis arrivé à 2 conclusions. La première, c'est que on a tout ce qu'il faut chez Edenred pour être labellisé entreprise à mission. Et il n'y a rien de plus qu'on ne ferait aujourd'hui si on était entreprise à mission par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour compléter le point de Bertrand, sur ces sujets-là, il faut toujours se faire attention aux effets de mode. Il y a eu un peu une bulle autour de ça. Ce à quoi renvoie la question de l'entreprise à mission, c'est celle de la raison d'être, du purpose. À quoi sert l'entreprise dans le temps long ? Et ça, une entreprise qui ne sait pas répondre à ça, généralement, elle a un problème d'identité et d'attractivité. Donc nous, Socotec, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, parce qu'on est dans le paysage depuis plus de 70 ans, pour voir la manière de l'exprimer.
Et on a la chance d'être au cœur de la gestion des risques dans la construction et les infrastructures, d'être au centre finalement des sujets de la transition environnementale et énergétique. Donc on est hyper actif là-dessus vis-à-vis de toutes nos parties prenantes. Voilà. Mais le pas d'après sur l'entreprise à mission, moi je demande encore un peu à voir. Merci. Une question, je suis désolée, on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être monsieur au fond, si le micro peut aller vers lui. Où est le micro, s'il vous plaît? Merci. Ah non, je suis désolée, on va prendre monsieur et après on va passer à la conclusion. Allez-y. Rapidement, du coup, juste pour revenir sur cette question d'Oxfam que vous avez énoncée mais qui n'a pas été traitée. Justement, vous parliez de fragmentation et je trouve que ces chiffres sont assez criants et j'aimerais peut-être une clarification parce que potentiellement, ce sont aussi des chiffres qui peuvent expliquer une forme de fragmentation aussi du peuple français. Est-ce que Hippolyte Dalby voulait rebondir là-dessus? Et comme finalement le temps est imparti est fini, donc je vais faire une conclusion en répondant à votre question. C'est vrai qu'on a une société fracturée. Là, la question qu'on s'est posée, c'est finalement qu'est-ce que c'est que le bon partage de valeur et comment on peut l'atteindre. Et là, la réponse, je trouve que ça ressort assez bien de ce panel. C'est le bon partage de la valeur, c'est celui qui résulte d'une bonne négociation. D'accord, et je pense que ça, c'est vraiment important. Il y a une vraie volonté. Et il y avait un trésor en France, un trésor qu'on avait, c'est qu'on savait discuter au sein de l'entreprise et il y avait une volonté de le faire. Et je pense qu'il faut le retrouver et c'est important dans notre société. Voilà, je dirais que ça. Merci à tous, merci pour votre écoute et vos questions. Merci beaucoup, merci à tous.